était considéré par beaucoup comme l'étoile montante de la section des stupéfiants de la GRC. Mais dans les faits, il était à la solde d'un puissant cartel de drogue colombien. Son nom, Jorge Leite, policier. Rapidement, les soupçons vont se porter sur Jorge Leite. On sait des choses, mais on ne peut pas les prouver. On a vraiment l'impression qu'il y a constamment un décalage entre ce qu'il est réellement, ses capacités et le niveau de la mission qu'on lui a confiée. Mais on a perdu la trace de Jorge Leite. On ne sait pas encore où il se cache. Le 7 mai 1991, la GRC effectue une filature sur des membres de l'organisation d'Inés Barbosa, une importante trafiquante de cocaïne. Depuis quelque temps déjà, la GRC resserre l'étau autour des membres du clan Barbosa. Inés Barbosa était surnommée la marraine du cartel de Cali. À Montréal, c'est elle qui avait remplacé un des plus gros trafiquants de drogue. Le 7 mai 1991 est une date charnière dans cette histoire. Le suspect vient d'arriver dans un bar très à la mode du centre-ville de Montréal. Nous avons une partie de l'équipe qui pénètre à l'intérieur pour exercer une surveillance rapprochée de cette personne, pendant que l'autre partie de l'équipe demeure à l'extérieur. Jorge Leite était un policier qui travaillait à la section des stupéfiants en même temps que moi. À la grande surprise de tous les policiers de la GRC, l'acronyme de la Gendarmerie royale du Canada, Jorge Leite entre dans le bar dans lequel ils font une filature et va rejoindre 3 personnes déjà installées autour d'une table. L'un d'entre eux étant un des hommes de confiance d'Inés Barbosa. Cet homme est un personnage très connu du clan Barbosa. Pour nous, découvrir notre collègue à cette table était tout à fait inconcevable, totalement anormal. Notre homme était en compagnie de Fernando Garçon, de Luis Lopez et de son frère Carlos. Dans le milieu, Fernando Garçon était considéré comme le secrétaire trésorier de l'organisation, qu'Inés Barbosa dirigeait d'une main de maître. Luis Lopez était non seulement un voisin de Jorge Leite, mais aussi un petit trafiquant de drogue sans grande envergure. Il était branché dans le milieu colombien, mais on sait qu'il avait des contacts réguliers dans la mafia italienne. Le frère de Jorge Leite, un dénommé Carlos, avait un casier judiciaire plutôt chargé, autant en France qu'au Portugal. L'enquête qui a été faite par la suite nous a révélé que Carlos Leite écoulait de la cocaïne sur la zone de Toronto en Ontario, par l'entremise d'Inés Barbosa et de Luis Lopez. Ce jour-là, Jorge Leite aurait reconnu un des membres de la filature de la GRC. Discrètement, il va lui demander ce qu'il fait là. L'agent de filature se fait évasif et Jorge Leite se prétend en mission. Jorge Leite avait vu ce collègue de la filature ce soir-là. Notre agent a indiqué à Leite qu'il travaillait sur une autre affaire, mais sans préciser laquelle. Il nous a ensuite raconté qu'il y avait eu à ce moment un gros malaise chez Jorge. Leite quitte cet endroit en compagnie d'une des 3 personnes qu'il avait rejointes. Et c'est notre équipe de surveillance restée à l'extérieur qui prend le relais.
Les policiers de la filature observent Jorge Leite, ou George Light, comme le prononcent ses collègues de la GRC, quitter le bar en compagnie de Fernando Garzón. Les deux hommes discutent, se dirigent vers une voiture banalisée de la GRC que Leite utilise ce soir-là et y prennent place. Dès qu'il est dans le véhicule, il se branche sur le scanner de la police et apprend qu'une filature est en cours dans le voisinage. Bien sûr, il ne va pas tarder à se poser quelques questions. L'équipe de la filature de la GRC a suivi Jorge Leite à travers les rues de Montréal. Apparemment sans inquiétude, Leite a reconduit Fernando Garzón. L'équipe de filature a ensuite vu Leite ramener la voiture banalisée à la GRC. L'équipe de surveillance le file lorsqu'il reprend son véhicule personnel pour rentrer à son domicile où il y passera la nuit. Les enquêteurs de la GRC constatent qu'il y a quelque chose de tout à fait anormal et ils décident de signaler le cas immédiatement à leur chef d'équipe. Le chef d'équipe décide à ce moment-là de transférer la filature sur George Light pour essayer de savoir ce qui se passe. Le 8 mai, le lendemain de sa rencontre avec Fernando Garzón, l'agent Jorge Leite ne se présente pas à son travail prétextant être malade. Le jour suivant, le 9 mai, Jorge Leite informe son supérieur par téléphone qu'il prend une semaine de vacances. Jorge Leite a appelé au bureau pour dire qu'il prenait une semaine de congé parce qu'il avait des problèmes matrimoniaux. C'est à partir de là qu'on l'a perdu de vue. Pendant un laps de temps d'environ 4 à 5 jours, personne n'a vu Jorge Leite dans la région de Montréal. Et durant ce temps, un événement étonnant se produit. Sidney Littman, l'avocat du cartel de Cali à Montréal, est abattu de 4 balles en pleine tête. La veille de sa mort, Littman s'était disputé avec Inés Barboza, qui l'avait même giflé en public. Dans les poches du cadavre de Sidney Littman, on avait trouvé un bout de papier sur lequel était écrit le numéro de téléphone personnel de Claude Savoie, adjudant de compagnie de la Gendarmerie royale du Canada. Ce qui a été le plus intriguant, c'est que dans les jours qui ont suivi le meurtre de Sidney Littman, Claude Savoie s'est lui-même présenté à la brigade des homicides de la police de Montréal pour en savoir plus sur les circonstances du meurtre de Sidney Littman, mais aussi pour leur dire que Sidney Littman était un de ses informateurs. L'adjudant-chef Savoie était très nerveux, mais normalement, il n'aurait pas dû être nerveux de la sorte. Numéro 1 de la brigade des stupéfiants à Montréal, Savoie sera muté à des tâches administratives à Ottawa quelques mois après la disparition de l'agent Jorge Leite et le meurtre de Sidney Littman. Les médias croient que cette mutation a un lien avec le meurtre et avec Jorge Leite. Très vite, les soupçons se portent sur Jorge Leite. La presse va jusqu'à insinuer qu'il est peut-être l'auteur du meurtre de Littman. La principale raison invoquée était que Sidney Littman représentait le clan Barboza à ce moment-là. Évidemment, du point de vue de la GRC, nous étions fortement préoccupés de savoir si Jorge Leite aurait pu commettre cet assassinat. C'est le 17 mai qu'il revient à Montréal. La décision est alors prise de reprendre une surveillance accrue sur lui et sur toute sa famille. Leite revient d'on ne sait où, accompagné de sa femme. À cette étape de l'enquête, la GRC n'a aucune preuve contre celui-ci. Il a seulement été vu en compagnie de Fernando Garzón et manquait à l'appel quand l'avocat Sidney Littman a été assassiné. Poursuivant son enquête, la GRC suit Jorge Leite dans tous ses déplacements. Dans les jours qui ont suivi, il a certainement aperçu une voiture de police parce qu'il s'est mis à faire des manœuvres de contre-filature. Une de ces manœuvres de contre-filature consiste à se garer et à regarder les voitures qui vous dépassent. Par exemple, si je pense être suivi par une voiture bleue,
Je vais me garer, faire comme si je cherchais quelque chose dans la boîte à gants pour ne pas me faire remarquer. La voiture bleue va passer et moi, je vais prendre le chemin inverse qu'elle a pris. Et si, 20 minutes plus tard, je constate que cette voiture bleue se trouve à nouveau derrière moi, cela confirme que je suis bel et bien suivi. En plus, n'oubliez pas que par son métier, Jorge Leite connaissait tous les véhicules banalisés. Pour lui, c'était un jeu d'enfant de nous repérer. C'est pour ça que la GRC, avec sagesse, a choisi d'effectuer un repli stratégique et d'annuler aussitôt cette filature. On allait le laisser tranquille pour la fin de journée, mais il nous fallait trouver un autre moyen de le filer dès le lendemain matin. Là, nous sommes le 17 mai 1991, et ce jour restera ancré dans notre mémoire parce que ce fut la dernière fois que nous avons vu Jorge Leite au Canada. Leite déjoue la filature de la GRC et disparaît pendant plusieurs jours. Pendant son absence, l'avocat du clan Barbosa, Sidney Littman, est abattu en pleine rue. Sur le corps de Littman, on trouve le numéro de téléphone personnel de Claude Savoie, le chef de la section des stupéfiants de la GRC à Montréal. Finalement, Jorge Leite réapparaît pour de nouveau échapper à la filature et disparaître une seconde fois. Cette histoire ressemble à un méli-mélo, on est dépassé. C'est une intrigue digne d'un polar de John le Carré. On ne savait plus à quel saint se vouer. Il n'y a pas de secret, il faut savoir d'où vient Jorge Leite. Il est originaire du Portugal. Il a émigré au Canada alors qu'il devait avoir une trentaine d'années. Il est arrivé au Canada en 1979. Et il habitait dans les environs de Cambridge, à 1 heure de Toronto, où il travaillait comme manœuvre dans la construction. Il partageait à ce moment-là une maison avec sa sœur et son frère Carlos, qui était arrivé avant lui. Nous parlons d'une époque où la GRC recrutait énormément de personnel. Jorge Leite offrait un profil assez intéressant, puisqu'il était polyglotte. Il parlait le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Il a été recruté à la GRC alors qu'il avait 37 ans. Il a eu un début de carrière fulgurant. Il a très vite été repéré pour ses capacités par sa hiérarchie. 1 an et demi après son embauche dans une section sans responsabilité, il a ensuite été appelé à travailler pour la brigade des stupéfiants. C'est très rare de voir une telle chose. L'arrivée de Jorge Leite à la brigade des stupéfiants est due à une enquête internationale pour laquelle on avait besoin d'un traducteur pour le portugais et l'espagnol qui puisse décoder les conversations sur écoute téléphonique dont on avait besoin. Assez rapidement, du fait qu'il parlait espagnol et du fait qu'il parlait portugais, Jorge Leite a été envoyé pendant quelques mois en Espagne, afin de prêter main forte à ses confrères de la GRC et de la police espagnole. Il était souvent prêté à la section de protection des dignitaires. Ça aussi, c'était exceptionnel parce que, en général, ce sont les officiers qui se déplacent à la GRC quand il y a besoin d'aller dans des pays étrangers pour faire des enquêtes ou des recherches. Donc, Jorge Leite a été privilégié à la GRC parce qu'il était polyglotte. À cette époque, la GRC avait ouvert un bureau de change dans le Vieux-Montréal afin de piéger ceux qui font du blanchiment d'argent. Jorge Leite est le premier candidat auquel on pense pour en être le directeur. On a vraiment l'impression qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'il est réellement, les capacités qu'il a, et le niveau de la mission qu'on lui confie. Ça, j'avoue, c'est un élément surprenant de ce dossier. Après coup, on peut se poser beaucoup de questions sur l'embauche de Jorge Leite à la GRC. Quand il pose sa candidature comme policier, la GRC ordonne une enquête, puisque c'est la procédure pour tous les candidats qui postulent. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est: est-ce que cette enquête a été bien faite ou pas? Comment se fait-il qu'on ne savait pas que son frère avait un casier judiciaire? Le savait-on? Pourquoi l'a-t-on quand même accepté à la GRC? Au mois de mars 1991, la GRC intercepte une cargaison de 240 kilos de cocaïne dissimulée dans des barils à double fond.
Ces barils contenaient de l'huile de ricin. À cette époque, le kilo pouvait valoir entre 30 et 40 000 $. Le kilo, ce qui veut dire qu'elle était vendue entre 100 et 150 $ le gramme dans la rue. Ce sont des montants énormes. Afin de pouvoir procéder à des arrestations, la GRC a planifié ce qu'on appelle une livraison contrôlée. Donc, de livrer au destinataire ces barils, mais pas de n'importe quelle façon. Le conteneur a été transporté dans un entrepôt de Ville-Saint-Laurent. Et les barils ont été stockés à l'intérieur de l'entrepôt. Il ne nous restait plus maintenant qu'à maintenir une surveillance 24 heures sur 24, afin d'identifier les individus responsables de cette cargaison. Normalement, les trafiquants attendent quelques jours pour s'assurer que la police n'est pas dans le coin. Ils attendent quelques jours avant de venir récupérer la drogue. On avait pris toutes les dispositions nécessaires à la réussite de cette opération. Nos équipes ont installé des émetteurs radio à l'intérieur des barils, dans le but d'intercepter les conversations des trafiquants quand ils arriveraient dans l'entrepôt. Nous sommes au mois de mars 1991. L'opération requiert beaucoup de policiers. On a identifié cet homme, et maintenant 3 équipes vont se répartir le travail. Voilà ce qui s'est passé. Jorge Leite est appelé pour faire partie de l'équipe qui va travailler sur l'installation et la livraison des barils dans l'entrepôt. Il se déclare disponible et assiste à la réunion de l'équipe chargée du déroulement de ce projet qui est programmé dans la soirée. Il a un rôle bien particulier à y jouer. Mais le soir même, Jorge Leite annonce à son patron qu'il n'est plus disponible pour travailler sur cette opération. Écoute, il faut que je parte. Il déclare qu'il doit d'urgence retourner à Toronto afin de régler un problème matrimonial. On verra plus tard que cette excuse était complètement bidon. Très bien. Écoute, fais ce qu'il faut et on se revoit plus tard. Salut. Que va-t-on constater par la suite? Jorge Leite est repéré par une équipe de filature au volant de sa voiture personnelle qu'il va garer tout près de l'entrepôt où les fameux 240 kilos de cocaïne sont stockés. Les agents de filature qui l'ont repéré ne se questionnent pas sur la présence inopinée de Jorge Leite, puisqu'ils croient que Jorge Leite fait partie de l'opération, et personne ne se rend compte que Jorge Leite se trouve sur les lieux alors qu'il prétendait devoir régler des problèmes matrimoniaux à Toronto. L'opération se déroule comme prévu. Les trafiquants discutent entre eux et l'enregistrement des conversations est en cours. Mais une surprise de taille attend notre équipe de la GRC. Écoutez, les numéros de barils correspondent à ce qu'on m'a livré. Attends. Non, ça va pas, c'est pas normal. C'est pas du tout ce qu'on attend, c'est pas ça. On se rend compte que le clan Barbosa prétend ne pas comprendre comment ces barils ne sont pas ceux qu'ils ont commandés, que la situation n'est pas claire et qu'il y a peut-être autre chose que de l'huile de ricin à l'intérieur. En fait, les paroles du clan Barbosa sont telles que les accusations d'importation sont à peu près rendues impossibles. Et comment dire, la GRC, elle en a vu de toutes les couleurs dans cette affaire, croyez-moi, parce que les enquêtes demandaient énormément de temps. Elles étaient le fruit d'un travail acharné. Et quelquefois, l'enquête sur laquelle ils travaillaient n'aboutissait pas. La GRC constate que le clan Barbosa est informé du piège. En prétextant que ces barils lui sont livrés par erreur, le clan fait en sorte que l'écoute téléphonique les disculpe. On pouvait en conclure qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui informait les trafiquants que la GRC avait un œil sur tous ces chargements. Ce n'est que plusieurs mois après cet événement que la GRC a commencé à se questionner à propos de son agent Jorge Leite. En fait, l'épisode qui s'est déroulé au bar du centre-ville de Montréal oblige la GRC à constater qu'elle a un réel problème avec son employé Jorge Leite, et un problème de taille. Mais on a perdu la trace de Jorge Leite. On ne sait pas encore où il se cache.
La GRC n'a aucun soupçon à propos de Jorge Leite jusqu'à ce qu'il soit vu en compagnie de Fernando Garzón, trésorier de l'organisation d'Inés Barbosa, surnommée la marraine du cartel de Cali. Mis en filature, Jorge Leite réussit non pas une, mais 2 fois à semer les policiers. Le 17 mai 1991 est la dernière fois que nous avons vu Jorge Leite au Canada. Mais on a perdu la trace de Jorge Leite, on ne sait pas où il se trouve. La GRC doit composer avec un policier introuvable, sans doute en fuite après le meurtre d'un avocat lié au cartel de Cali et avec une taupe dans sa brigade anti-stupéfiants. Est-ce que tout cela est relié? Et surtout, où est Jorge Leite? Quant à moi, j'entre dans cette enquête le 17 mai 1991. Et à ce moment-là, mon plan de travail est de tout tenter pour reconstituer dans les moindres détails l'emploi du temps et les déplacements privés ou professionnels que Jorge Leite a effectués au cours de ces 18 derniers mois. J'ai littéralement épluché toutes ces transactions bancaires. J'ai passé au crible ces relevés de cartes de crédit qui ont révélé un panorama complet et très intéressant de tous les déplacements qu'il a pu faire au Canada, comme dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe. Sans parler du relevé précis que j'ai établi sur toutes les recherches que Jorge Leite a pu effectuer sur les différentes bases de données de la police canadienne. Après des heures de travail acharné, j'ai réussi à reconstruire à la minute près le fil de ses activités lors de ces 18 derniers mois. C'est grâce à ça que j'ai pu établir que Jorge Leite, du 12 au 15 mai 1991, se trouvait à Carthagène, en Colombie, en compagnie de Fernando Garzón. C'est Inés Barbosa qui avait demandé à Leite de se rendre en Colombie, accompagné de Fernando Garzón. Il arrive que la police n'annonce pas toujours les saisies qu'elle fait. C'est pour cette raison que les trafiquants colombiens avaient du mal à croire que leur cargaison de 240 kilos de cocaïne était perdue. Il fallait absolument qu'un mandataire d'Inés Barbosa aille expliquer aux Colombiens pourquoi la cargaison avait été saisie. John Mephi, t'es sûr? Tu sais, tu peux compter sur lui, je le connais. C'est un type bien. Ok. Ok. Affaire conclue. Loin de là et au même moment, le frère de Jorge Leite, Carlos, se trouvait à Miami Beach, aux États-Unis. Et cerise sur le gâteau, le 13 mai, on apprend que l'épouse de Jorge Leite a rejoint son beau-frère Carlos à Miami Beach. Et là, on voit qu'il y a des communications téléphoniques entre Carlos, Jorge Leite, Fernando Garzón et d'autres personnes en Colombie et en Europe. Leite est revenu au Canada le 15. Il a pris un vol de Carthagène pour Miami, aux États-Unis. Et c'est de Miami qu'il revient au Canada par la route avec sa femme et son frère Carlos. Le soir même du 17 mai, il se déplace de Montréal vers Toronto. Et on peut effectivement le suivre par l'utilisation de ses cartes de crédit, de même que par les relevés de ses appels sur son téléphone portable. Là, on se rend compte qu'en soirée du 17 mai 91, il prend une chambre d'hôtel à Toronto. Il a choisi un hôtel aux abords de l'aéroport international. Le registre de l'hôtel va préciser qu'il est accompagné de 2 enfants. Jorge Leite était le père de 2 fillettes d'environ une dizaine d'années, je crois. Le surlendemain, le 19 mai, Jorge Leite achète des billets d'avion. Il achète 3 billets, pour ses 2 filles et pour lui-même, en direction d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Merci beaucoup.
Ce jour-là, il achète également un billet d'avion cargo pour le transport de son véhicule au Portugal. Il possédait à cette époque une Toyota Previa, flambante neuve de l'année. L'enquête révélera plus tard que cette Toyota avait été donnée en cadeau par Inès Barbosa à Jorge Leite dans les jours précédant sa fuite du Canada. Mais ce n'est pas tout. La veille de son départ pour Amsterdam, Jorge Leite effectue un autre voyage. Il se déplace de Toronto à Montréal et il y passe la nuit. Le lendemain matin, il revient à Toronto et dans l'après-midi même, il s'envolera vers l'Europe. Une fois arrivé à Amsterdam, il va traverser la Belgique, la France, l'Espagne, un périple qu'il effectuera en voiture de location avec ses filles pour finalement arriver dans un petit village de villégiature au Portugal, un endroit appelé Praia da Vieira. Le 27 mai, il envoie un télégramme au bureau de la GRC pour donner sa démission. Son directeur constate que ce télégramme avait été émis au Portugal. Cela confirmait qu'il avait quitté le Canada et qu'il ne reviendrait pas. Jorge Leite était un membre actif de la GRC. Officiellement, il était en congé. Je suis incapable de vous dire ce qui l'a poussé à remettre sa démission. Évidemment, il avait un petit avantage économique à le faire, mais c'était un avantage minime. Nous n'avions plus une minute à perdre. Nous avons obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Jorge Leite. Lorsque nous avons pénétré dans la maison, nous avons constaté que sa femme était en train de faire des cartons. Elle s'apprêtait, elle aussi, à quitter le pays. Et toutes les affaires, tous les meubles, tous les effets personnels du couple, de la famille de Jorge Leite, étaient prêts à partir pour un déménagement international. Un examen approfondi du contenu des cartons et des affaires qui étaient encore dans les tiroirs nous a permis de découvrir de nombreux documents qui suggéraient que Leite avait effectué d'autres voyages en Amérique latine dans les semaines précédentes et que son frère Carlos, Luis Lopez et Inés Barbosa avaient également voyagé là-bas. Bonne pioche. Nous avons pu également mettre la main sur des informations qui suggéraient que Jorge Leite possédait plusieurs comptes en banque au Portugal. Bien. Écoutez, on va devoir emmener ça aussi. Parallèlement, la GRC obtient un mandat de perquisition chez Luis Lopez, le voisin et ami de Jorge Leite. Il habitait dans une des rues adjacentes. La femme de Luis Lopez et la femme de Jorge Leite étaient de grandes amies. C'est à cause de cette amitié que Jorge Leite a rencontré Luis Lopez. Les enquêteurs de la GRC soupçonnaient Luis Lopez de servir d'entremetteur entre Jorge Leite et Inés Barbosa. Leite lui remettait des documents confidentiels et recevait en retour de généreux paiements. Nous découvrons alors, dans la maison de Luis Lopez, le poteau rose. Il s'agit d'une page d'un rapport imprimé à partir d'une des banques de données de la GRC qui concerne un personnage impliqué dans le trafic international de cocaïne. Si les perquisitions effectuées chez Lopez et Leite apportent des éléments qui incriminent l'officier de la GRC, Jorge Leite, celui-ci échappe toujours aux enquêteurs. En fait, il était déjà arrivé au Portugal quand son épouse, qui était encore ici au Canada, a contacté un déménageur international. Leite avait demandé à son épouse et à son frère de s'occuper des formalités du déménagement. La fuite de Jorge Leite vers son pays d'origine se déroule à un rythme effréné. Il l'organise dans les moindres détails, sans rien oublier. Et de toute évidence, Jorge Leite dispose de sommes importantes pour s'installer au Portugal. Notre homme vit maintenant au Portugal. Son épouse le rejoint plus tard. Jorge Leite achète et paie comptant une belle propriété en 1991 qu'il paie l'équivalent de 160 000 $ canadiens, 170 000 € actuels.
L'enquête économique révèle également que, lorsque Leite vivait encore au Canada, il avait acheté 2 automobiles qu'il a payées comptant en petites coupures. Voitures qui se retrouvent elles aussi au Portugal. La première voyage par avion et sa femme se charge de la seconde qui voyage par bateau vers l'Europe. L'enquête a révélé par ailleurs que Leite a vérifié et transmis à Inés Barbosa à au moins 49 reprises des informations hautement confidentielles qui étaient consignées dans différentes bases de données de la GRC. Après être retourné au Portugal, Jorge Leite était convaincu qu'il était à l'abri de poursuites ici, au Canada, parce que le Portugal, en général, n'extrade pas ses propres citoyens pour qu'ils soient jugés dans un pays étranger. Les preuves ont beau s'accumuler contre Jorge Leite, il semble impossible de l'amener devant la justice. Tous se demandent si Leite n'aurait pas réussi un crime parfait. Un agent de la GRC, Jorge Leite, est soupçonné d'avoir livré des informations au cartel de Cali, représenté à Montréal par Inés Barbosa. Dès qu'il sent l'étau se resserrer autour de lui, Jorge Leite s'enfuit au Portugal. Là, on a un gros problème. Leite possède la double nationalité, canadienne et portugaise. Jorge Leite était convaincu qu'il était à l'abri de poursuites ici au Canada, parce que le Portugal n'extrade pas ses propres citoyens pour qu'ils soient jugés dans un pays étranger. Sauf que ça n'empêchait pas une enquête venant du Canada avec des éléments du Canada qui alimentent son dossier et qui, par le biais d'une commission rogatoire internationale, permettait de continuer les investigations. Donc il n'était pas à l'abri des poursuites, il était simplement à l'abri d'une extradition. L'enquête de la GRC a démontré que son agent Jorge Leite donnait des informations à Inés Barbosa. Mais avait-il aussi participé au meurtre de l'avocat Sidney Littman? On pensait au départ qu'il y avait peut-être une connexion, mais cette idée a été très vite mise de côté. Mon enquête a révélé 2 choses, 2 faits importants. La veille de l'assassinat de Maître Littman, et 3 jours après sa mort, Jorge Leite se trouvait à l'hôtel Decameron, situé dans la ville de Carthagène, en Colombie. Le style d'assassinat impliquant Maître Littman requérait que le tueur soit suffisamment habile au tir pour éliminer sa cible au premier coup de feu. Or, malgré le fait qu'il y avait toutes sortes de rumeurs que Jorge Leite aurait été commando dans l'armée portugaise, tout cela se révélait être faux. Jorge Leite avait des difficultés à manier les armes à feu. Il avait de grosses difficultés à atteindre une cible. Leite n'a en fin de compte rien à voir avec l'assassinat de Sidney Littman. Mais les faits et les preuves de corruption s'accumulent contre lui. Les enquêteurs de la GRC sont maintenant convaincus qu'ils pourchassent un policier corrompu. Il manquait quelque chose. Il manquait un lien, quelque chose pour relier mes constats. Et puis un jour, la chance me sourit enfin. Ce matin-là, un des responsables de l'une des sociétés de cartes de crédit que Leite possédait m'appelle et me dit « Écoutez, vous m'avez demandé de surveiller le compte de Monsieur Leite, et c'est la raison de mon appel. Ce monsieur vient juste d'effectuer une transaction par carte de crédit à Montréal. Il a acheté des fleurs qui doivent être livrées à une dame vivant dans la région de Cambridge, en Ontario. Vous imaginez ça ? Pour moi, c'était impossible que Leite soit à Montréal, puisque nous savons formellement qu'il se trouve au Portugal. Le nom de la femme à qui ces fleurs avaient été livrées me disait pourtant quelque chose. C'était la maîtresse de Carlos Leite, le frère de Jorge Leite. Alors il n'y avait pour moi qu'une seule explication. Carlos Leite avait sûrement utilisé une carte de crédit appartenant à son frère, sans penser aux conséquences que cela pourrait impliquer. Au Portugal, les policiers avaient accepté d'intercepter les communications privées de Jorge Leite pour notre compte. En d'autres termes, Jorge Leite était sous écoute téléphonique dans sa résidence de Lisbonne, au Portugal. J'avais maintenant tous les éléments pour tendre un piège à Carlos Leite et à Jorge Leite.
Je me suis tout de suite rendu avec mon coéquipier chez Carlos Leite, en espérant intérieurement que la femme de celui-ci serait à la maison. Je me disais, pourvu que mon plan fonctionne. Lorsqu'il m'a demandé pourquoi je voulais le voir, il m'a bien fallu répondre. Mais il a refusé de parler de cet achat de fleurs devant sa femme qui était là. Comme je n'avais pas de mandat l'y obligeant, nous avons dû accepter qu'il nous conduise dans une pièce au sous-sol de sa maison. Le piège que je lui tendais était simple. Je lui transmettais suffisamment d'informations au sujet de cet achat de fleurs pour piquer sa curiosité et faire monter la pression sur lui. Il fallait surtout que j'arrive à lui faire croire que j'ignorais encore pas mal de choses pour qu'il puisse mordre à l'hameçon. Je pourrais pas vous dire. Non, je sais pas. J'espérais que Carlos appelle son frère pour lui raconter cette visite. Et là, bingo. Carlos Leite sort de la maison, se rend dans une cabine téléphonique et appelle son frère. Allô, oui, c'est moi. Oui, écoute, la police est venue poser des questions, là. Au bout du fil, son frère panique. Il lui dit « J'espère que tu ne m'appelles pas de chez toi, parce que tu dois certainement être sous écoute. » Ce que Jorge Leite ignorait, c'était lui qui était sous écoute, et pas son frère. Qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-moi, est-ce que je peux t'aider? La conversation entre les deux frères a duré environ une demi-heure. Écoute, ne t'inquiète pas, je gère. Ok, tiens-moi au courant. Immédiatement après que son frère ait raccroché, Jorge Leite appelle Inès Barbosa à Montréal. Il l'informe que la police semble en savoir beaucoup plus long à propos de leur relation qu'il ne l'avait cru. D'accord, très bien. Et là, c'est Inès Barbosa qui, cette fois, pose des questions à Jorge Leite. Est-ce que la police est au courant de leur dernier déplacement en Colombie? De telle cargaison? De telle affaire? Et là, Inès Barbosa se pose la question principale. Qui a bien pu parler? Dans les faits, personne n'avait parlé. C'est Carlos Leite, Jorge Leite et Inès Barbosa qui eux-mêmes étaient tombés dans le piège. Ces conversations ont été enregistrées le 17 septembre 1991, soit 4 mois après la fuite de Jorge Leite vers le Portugal. En 1993, 2 ans après sa fuite, l'enquêteur Yves Roussel se rend au Portugal pour l'interroger. Il s'est montré crâneur. Il crânait, il a été frondeur devant moi. Il s'est également montré agressif à mon égard. Barbosa, ça te dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien du tout. Au tout début, cela a ressemblé au jeu du chat et de la souris. Jorge Leite a tout nié. Il a nié avoir été en relation avec Inès Barbosa. Il a nié son implication visant à faciliter l'importation de cocaïne au Canada. Il a nié avoir transmis à Inès Barbosa des informations confidentielles appartenant à la police. À un moment donné, il a fallu que j'en finisse, et j'ai joué le tout pour le tout. J'ai mis devant le nez de Jorge Leite la retranscription mot à mot des écoutes téléphoniques de la fameuse conversation qu'il avait eue avec son frère Carlos le 17 septembre, il y avait 2 années de cela, ainsi que la retranscription intégrale de la conversation qu'il avait eue ce même jour avec Inès Barbosa, qu'il ne connaissait soi-disant pas. C'est là qu'il a changé son fusil d'épaule, et que j'avais eu ce que je voulais. À partir de ce moment, il m'a confirmé effectivement avoir été à la solde d'Inès Barbosa, et ce, dès le mois de mars 1991. Et il a craché le morceau au sujet des sommes d'argent en liquide qu'il avait reçues. Il m'a expliqué comment il avait fait pour s'offrir sa propriété au Portugal. Cela s'est passé de cette façon. Plusieurs mois après sa fuite, au Portugal, Inès Barbosa lui a cédé un grand terrain en bord de mer, situé à Albufeira. Cette petite ville se trouve dans la région très touristique de l'Algarve, tout au sud du Portugal. Il a crâné dans la mesure où il prétendait que je réussirais jamais à le présenter devant un tribunal au Portugal. C'était une sorte de défi qu'il me lançait en prétextant que jamais les autorités judiciaires portugaises accepteraient de l'accuser et qu'il possédait de bons contacts qui le protégeraient. Écoutez, tout ce que vous faites ne sert à rien. Rien du tout. C'est ridicule. Après avoir été aperçu en compagnie d'un membre du cartel de Cali, l'agent de la GRC, Jorge Leite, fait l'objet d'une enquête de plus en plus compromettante pour lui.
Mais il prend la fuite au Portugal, obligeant la GRC à lui intenter un procès dans ce pays. Leite est accusé en décembre 1993 des crimes commis au Canada. En 1995, le Portugal accepte de déposer les mêmes accusations contre Jorge Leite. Mais entre 1997 et 1999, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien au Portugal. Du point de vue local, quand vous avez un individu qui se retrouve dans sa communauté, qui se retrouve dans son pays d'origine, dans son milieu d'origine, avec des gens qui le connaissent, qui revient avec beaucoup d'argent, qui s'achète une maison en cash, qui n'a jamais fait de mal à personne dans le village dans lequel il se trouve, la cote de sympathie est bien meilleure que celle dans le pays ou dans la ville dans laquelle il aurait pu commettre des crimes. Évidemment, donc ça joue, bien entendu, ça joue. Depuis les premiers soupçons envers Jorge Leite, depuis sa fuite au Portugal, 8 années se sont écoulées. Quand enfin le procès débute, plusieurs journalistes de Montréal et de Toronto se déplacent au Portugal. La première chose qu'on apprend le matin de l'ouverture du procès, c'est que Jorge Leite était absent parce qu'il était malade. Son avocate présente un certificat médical justifiant son incapacité à se présenter devant le juge. À 3 reprises, Jorge Leite ne se présente pas à son procès. La 3e fois, les juges émettent un mandat d'arrêt, mais la police portugaise n'arrive pas à le retrouver. La police du Portugal disait « Nous, on ne sait pas où il est, Jorge Leite ». Et c'est un journaliste canadien du Toronto Star, qui lui aussi habitait au Portugal, qui a pris Leite en chasse. Au tout début de ses recherches, il n'a pas réussi à trouver où notre homme se cachait. Il demande alors de l'aide à un policier. À notre grande surprise, ce policier sait où il habite et lui donne les indications pour se rendre chez Leite. Mais il informe le journaliste que c'est peine perdue, car Leite est au travail. Il travaille à la construction d'un nouveau pont. Il l'a photographié et il a montré la photo à tout le monde au Canada. Voilà, il est là, votre suspect, Jorge Leite. Morale de l'histoire, notre homme, il n'était pas si dur que ça à trouver. En plus de Del Brazao, journaliste du Toronto Star, André Cedillo de la presse se rend chez Jorge Leite qui habite près de Lisbonne, dans sa maison fraîchement rénovée. C'était une petite maison sur la hauteur, sur une petite colline avec des vignobles. Ça ressemblait à une carte postale. Un tout petit village auquel on accédait par une petite route en lacet. En haut de la côte, on voyait la maison de Jorge Leite de très loin. C'était un endroit de toute beauté. On s'est installé devant chez lui, on l'a appelé, on a attendu. Et on a tenu le siège. Au bout de plus de 3 heures, après avoir consulté sa femme, comme il nous l'a dit après, il a finalement décidé de nous rencontrer. On a eu une entrevue qui a duré une bonne heure et demie. Il était très nerveux, mais en même temps, je peux vous dire qu'il avait réponse à tout. Suite aux entretiens avec les journalistes canadiens, la police portugaise arrête Jorge Leite. Son procès va enfin avoir lieu. Encore une fois, Jorge Leite surprend par sa stratégie de défense. Sa défense était de dire « Attendez un peu, je n'y suis pour rien. C'est Claude Savoie qui m'avait donné pour mission d'infiltrer l'organisation d'Inés Barbosa. Voilà pourquoi j'ai été vu en présence de Fernando Garçon. Voilà pourquoi je suis allé à Carthagène rencontrer les membres du cartel parce que c'est là que j'ai commencé mon travail d'infiltration. » C'était ridicule parce que il n'y a personne qui va demander à un policier d'aller commettre des crimes avec une organisation sans faire aucune note, sans faire aucun rapport. Non, c'est ridicule. Le fait que, suite au meurtre de Sidney Littman, Claude Savoie ait été muté à d'autres fonctions, mis sous surveillance, et qu'il se soit finalement suicidé au moment d'être interrogé, contribuait à obscurcir cette affaire encore davantage. Finalement, après 3 jours de délibéré, le juge a déclaré Jorge Leite coupable et l'a condamné à une peine de prison libre, à purger à domicile, en plus d'une amende de 1 500 $. Et là, tout le monde, sans exception, est tombé des nues. Cette sentence laisse planer des doutes. C'est terrible. On sait des choses, mais on ne peut pas les prouver. Vraiment, c'est très frustrant qu'une enquête se termine comme ça. On peut se poser la question de savoir pourquoi la sentence de cet homme a été aussi clémente. Je peux vous dire que Jorge Leite est ressorti du tribunal avec un sourire jusqu'aux oreilles. Son frère, sa femme et les membres de sa famille qui avaient suivi le procès ont littéralement explosé de joie. Ils étaient soulagés et très heureux.
Jorge Leite n'a même pas eu à payer les cartes de crédit canadiennes utilisées durant sa fuite, puisque les institutions bancaires ont abandonné leurs réclamations. Mais le plus ironique est qu'ayant été jugé au Portugal pour un crime commis au Canada, Jorge Leite peut revenir au pays sans crainte. La loi canadienne ne permet pas de nouvelles poursuites pour un même crime.